6 juin 1944, 0h15, point d'appui WN62, Omaha Beach. Le Gefreiter Heinrich Severloh nettoyait soigneusement le canon de sa mitrailleuse MG-42 dans le bunker en béton surplombant la Manche. Dans sa poche, il portait une lettre de sa petite amie à Metzingen, promettant de l'attendre jusqu'à la fin victorieuse de la guerre. L'invasion sera leur tombe, nous les rejetterons à la mer en quelques heures. Il avait écrit ces mots 3 jours plus tôt, après que le Feldmarschall Rommel lui-même eut inspecté leur position. Le renard du désert avait regardé à travers l'embrasure du canon de Severloh, étudié les champs de tir entrecroisés et hoché la tête avec satisfaction. Quand ils viendront, avait dit Rommel, cette plage sera leur cimetière. À travers l'embrasure, Severloh ne pouvait voir que l'obscurité paisible au-dessus de la Manche. La nuit était calme, presque sereine. Dans 12 heures, ce même jeune homme serait retrouvé pleurant de manière incontrôlable dans son bunker, entouré de 13 500 douilles vides, le canon de son arme déformé par la chaleur, regardant une force d'invasion si vaste que son esprit refuserait simplement de traiter ce que ses yeux voyaient. Bien que Severloh ait plus tard affirmé avoir infligé 1000 à 2000 pertes, les historiens considèrent cela impossible, étant donné que le total des pertes américaines à Omaha Beach, toutes causes confondues, était d'environ 2400. Les mathématiques de la défaite allemande étaient sur le point d'être écrites non pas dans des évaluations stratégiques ou des rapports de renseignement, mais dans les témoignages choqués de soldats qui allaient être témoins de la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine, du mauvais côté de la ligne de mire. Le mur de l'Atlantique s'étendait sur 2400 km de la Norvège à la frontière espagnole, ce que la propagande allemande appelait la ligne défensive la plus formidable de l'histoire militaire. Le long de la côte normande, 58 divisions de qualité variable tenaient des positions qui avaient consommé 17 millions de mètres cubes de béton et 1 200 000 tonnes d'acier. Hitler lui-même l'avait déclaré imprenable. Les préparatifs défensifs à Omaha Beach seuls semblaient justifier une telle confiance. Le Centre d'histoire militaire de l'armée américaine rapporte que les Allemands avaient construit 8 bunkers en béton, 35 casemates, 4 positions d'artillerie, 18 positions de canons anti-chars, 45 sites de lance-roquettes, 85 nids de mitrailleuses et 6 fosses à mortier. La plage elle-même avait été transformée en champ de mort. 3700 obstacles avaient été plantés dans la zone de marée, incluant des portes belges, des hérissons tchèques et des pieux en bois, beaucoup surmontés de mines Teller. Derrière les plages, 6,5 millions de mines avaient été posées, bien que Rommel en eût voulu 60 millions. Le colonel Ernst Gott, commandant le 916e régiment de grenadiers près de Bayeux, avait calculé la puissance de feu défensif dans son secteur. Ces 4 batteries pouvaient théoriquement délivrer 120 obus par minute dans les secteurs de plage. Combinées avec d'autres batteries, les Allemands pouvaient concentrer une puissance de feu massive sur toute tentative de débarquement. Ces calculs, cependant, supposaient des munitions illimitées, une hypothèse qui s'avérerait fatalement erronée. Le 5 juin avait apporté un temps que le météorologue de la Luftwaffe Walter Stoebe à Paris avait déclaré impossible pour une invasion. La vitesse du vent atteignait 20 à 25 nœuds. Les vagues montaient à 1,80 m et des nuages bas stagnaient à 150 mètres. Stoebe, utilisant les données des U-boots et des stations météorologiques, avait assuré au haut commandement que les conditions resteraient mauvaises pendant au moins 2 semaines. Sur la base de cette prévision, de nombreux officiers supérieurs avaient quitté leur poste. Rommel lui-même était parti pour l'Allemagne le 5 juin pour célébrer l'anniversaire de sa femme, emportant une paire de chaussures en daim gris qu'il avait achetées à Paris. Le général Friedrich Dollmann, commandant la 7e armée, avait ordonné aux commandants de division d'assister à des jeux de guerre à Rennes. Même les patrouilles navales, qui balayaient normalement la Manche, avaient été annulées en raison de la mer agitée. Cette confiance météorologique allait s'avérer être la première erreur de calcul allemande. À l'insu de Stoebe, les Alliés possédaient des stations météorologiques au Groenland et des vols météorologiques au-dessus de l'Atlantique qui détectèrent une brève accalmie dans la tempête. Une fenêtre de 36 heures que le groupe Captain James Stagg avait identifiée et qu'Eisenhower avait saisie. À 23h15 le 5 juin, les stations radars le long de la côte normande commencèrent à détecter une activité inhabituelle.
Les radars Freya et Würzburg captèrent des formations aériennes massives approchant du nord. Les opérateurs, cependant, avaient déjà vu cela. Des raids de diversion alliés conçus pour maintenir les forces allemandes en alerte. À 0h30 le 6 juin, des rapports commencèrent à affluer qui remettaient en question toutes les hypothèses. Des parachutistes Fallschirmjäger atterrissaient à travers la Normandie. Mais les rapports n'avaient aucun sens. Certaines unités signalaient des parachutistes à l'est, d'autres à l'ouest. Certains affirmaient qu'ils étaient britanniques, d'autres américains. Des mannequins parachutistes avec des pétards attachés, faisant partie des opérations Titanic et Rupert, ajoutaient à la confusion. Le major Hans von Lück, commandant le 125e régiment de panzer-grenadiers de la 21e division Panzer, fut l'un des premiers à saisir la gravité de la situation. Réveillé par des rapports de parachutistes atterrissant près de ses positions, il demanda immédiatement la permission d'attaquer. La réponse du quartier général de la division ne bougeait pas jusqu'à ce que la situation se clarifie. Von Lück écrirait plus tard dans ses mémoires « Panzer Commander », je savais à ce moment-là que nous étions perdus. Les parachutistes marquaient clairement les flancs pour un débarquement. Chaque minute que nous attendions leur donnait du temps pour se consolider. Pourtant, nous restions paralysés par notre propre structure de commandement. 6 juin, 5h30. Alors que la première lumière grise commençait à illuminer la Manche, les observateurs allemands dans les positions avancées commencèrent à signaler quelque chose pour lequel leur entraînement ne les avait jamais préparés. Franz Göckel, dont la présence sur la côte reste contestée par certains historiens, y compris Heinrich Severloh lui-même, fut crédité dans certains récits d'avoir été parmi les premiers à signaler l'armada. Ce qui est certain, c'est que les observateurs allemands sur toute la côte normande furent témoins, d'un horizon à l'autre, d'une mer couverte de navires. Pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers. Des navires de toutes tailles et descriptions, des cuirassés massifs aux minuscules péniches de débarquement, s'étendant à travers la Manche comme un tapis gris. La flotte d'invasion se composait de 6939 navires, selon les archives officielles alliées. 1213 navires de guerre, 4126 péniches de débarquement, 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands. C'était la plus grande armada navale jamais assemblée dans l'histoire humaine. Pour les défenseurs allemands élevés dans la propagande sur la faiblesse et la division alliée, le spectacle était psychologiquement dévastateur. Bernhard Frerking, un officier d'artillerie au WN-62, qui serait tué plus tard ce jour-là, aurait dit à ses hommes qu'ils étaient témoins du monde entier arrivant à leur porte. À 5h35, le bombardement naval commença. Rien dans l'expérience des défenseurs allemands, ni le front de l'Est, ni les raids les plus lourds de la RAF, ne les avait préparés à ce qui suivit. Le cuirassé USS Texas à lui seul tira 255 obus de 14 pouces sur la pointe du Hawk en 34 minutes, selon les archives du Naval History and Heritage Command. Le HMS Warspite, le premier navire à ouvrir le feu le jour J, à environ 5 heures, délivrerait plus de 315 obus de 15 pouces dans les 2 premiers jours, incluant 96 obus tirés sur les positions allemandes le 9 juin. Le bombardement cumulé de la force navale dépassait tout ce que la Wehrmacht avait précédemment rencontré. Selon les témoignages de vétérans allemands collectés par les archives fédérales allemandes, les bunkers en béton, conçus pour résister à tout bombardement, se fissuraient sous le feu naval. Des hommes furent enterrés vivants, déterrés et enterrés à nouveau alors que les obus continuaient de pleuvoir. L'impact psychologique était aussi dévastateur que la destruction physique. Ces fortifications dans lesquelles ils avaient placé une confiance absolue s'effondraient comme des châteaux de sable. Alors que le bombardement naval continuait, la réponse de la Luftwaffe révéla la véritable désespérance de la position allemande. L'Oberstleutnant Josef Pieps Priller, commandant la Jagdgeschwader 26, reçut l'ordre d'attaquer la flotte d'invasion avec toute sa force. Sa réponse, enregistrée dans le journal de guerre de l'escadre, « Quelle force entière? J'ai 2 avions !» La Luftwaffe, qui avait promis la supériorité aérienne sur toute invasion, ne put rassembler que 319 sorties le jour J contre 14 674 sorties alliées. Selon les archives du Bureau du renseignement naval de la marine américaine, Priller et son ailier l'Unteroffizier Heinz Wodarczyk effectuèrent la seule attaque de la Luftwaffe sur les plages pendant la matinée du 6 juin,
mitraillant Sword Beach une fois dans leur chasseur FW-190A8 avant de fuir devant la couverture aérienne alliée écrasante. Ce seul passage en mitraillage par 2 avions contre une force d'invasion de milliers devint un symbole de l'impuissance allemande. Les chevaliers du ciel, promis, qui devaient obscurcir les cieux au-dessus de toute invasion, avaient été réduits à un geste futile. À 6h30, les premières vagues d'assaut touchèrent les plages. Les défenseurs allemands, malgré le bombardement, tinrent leur position et ouvrirent le feu. Ce qui suivit fut un carnage qui choqua même les vétérans endurcis. Heinrich Severloh, le mitrailleur au WN-62, commença à tirer à 6h35. Sa position, l'une des rares non endommagées par le bombardement, commandait des champs de tir parfaits sur Omaha Beach. Dans ses mémoires de 2005, WN-62 Erinnerungen an Omaha Beach, il déclara avoir tiré 13 500 cartouches en 9 heures. Bien que Severloh ait revendiqué des pertes massives, les historiens militaires notent que sa position, bien que meurtrière, était l'un des nombreux facteurs dans les pertes d'Omaha Beach, et les chiffres spécifiques ne peuvent être vérifiés. Ce qui est certain, c'est que sa MG-42, tirant à une cadence de 1200 coups par minute en rafales courtes, contribua significativement à ce qui devint connu comme Omaha la sanglante. Les défenseurs allemands commencèrent à éprouver ce que les historiens militaires appelleraient plus tard le choc matériel, l'effondrement mental causé par la confrontation avec une force écrasante. Peu importe combien d'Américains, de Britanniques ou de Canadiens tombaient, d'autres apparaissaient. Chaque péniche de débarquement détruite était remplacée par 3 autres. Chaque position de mitrailleuse réduite au silence était supprimée par un feu naval qui semblait illimité. À midi, les positions allemandes commencèrent à signaler des pénuries critiques de munitions. Les plans défensifs avaient calculé la consommation de munitions sur la base du repoussement d'un assaut limité. Personne n'avait prévu cette échelle d'attaque. Selon les registres d'approvisionnement de la Wehrmacht, les positions qui avaient des munitions calculées pour une bataille de 3 jours épuisèrent leur stock en quelques heures. Les batteries d'artillerie, l'épine dorsale de la défense, firent face à des crises similaires. Les stocks de munitions soigneusement économisés disparurent sous l'intensité du combat. Les tentatives d'amener des stocks de réserve échouèrent. Chaque route était sous attaque constante des chasseurs bombardiers alliés. Le contraste avec la puissance de feu alliée était frappant. Les observateurs allemands notèrent que les destroyers américains tiraient des centaines d'obus sur des cibles uniques, tandis que l'artillerie allemande était rationnée à 4 obus par canon par jour dans l'après-midi du jour J. La réserve blindée allemande, la force sur laquelle Rommel avait insisté pour qu'elle défasse toute invasion sur les plages, resta paralysée pendant les heures critiques du matin. La 21e division Panzer, la seule unité blindée proche des plages, ne reçut pas d'ordre d'attaquer avant 10 heures, 4 heures après le début des débarquements. Quand la 21e Panzer attaqua finalement à 16h20, ils avancèrent entre les zones d'atterrissage aéroportées britanniques vers la côte. Selon les archives divisionnaires, ils atteignirent le rivage entre Lyon-sur-Mer et Luc-sur-Mer vers 19h, la seule unité blindée allemande à atteindre la côte le jour J. Cependant, à 21h, ils furent témoins de l'arrivée de l'opération Malhar. 250 planeurs apportant des renforts à la 6e division aéroportée britannique. Interprétant cette armada aérienne massive comme une menace pour leur flanc, ils se retirèrent. La division perdit 54 chars et véhicules blindés le jour J, environ 25% de leur effectif en un seul jour. La contre-attaque rencontra également des blindés alliés spécialisés qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Les Funnies de Hobart, des chars modifiés avec des fléaux pour le déminage, des lance-flammes et des équipements de pontage, semblaient appartenir à une ère de guerre entièrement différente. Tout au long du jour J, les unités allemandes firent face à une menace qu'elles n'avaient jamais rencontrée à cette échelle. Des forces aéroportées massives opérant derrière leurs lignes. La 6e division aéroportée britannique et les 82e et 101e divisions aéroportées américaines créèrent un chaos qui multiplia leurs forces réelles. Le général der Fallschirmtruppe, Friedrich von der Heydte, le commandant de parachutistes le plus expérimenté d'Allemagne, servant avec le 6e régiment de parachutistes, était en Normandie pendant l'invasion. Son évaluation professionnelle, enregistrée dans des interviews d'après-guerre, était accablante. L'opération aéroportée alliée était tout ce que les nôtres n'avaient jamais été.
Massive, coordonnée et approvisionnée, nous larguions des bataillons, ils larguaient des divisions. Nous étions approvisionnés par des avions isolés, ils avaient des flux sans fin de planeurs et d'avions de transport. L'impact psychologique des parachutistes apparaissant partout paralysa les réponses allemandes. Des unités refusèrent de bouger, craignant les embuscades. D'autres tirèrent sur des ombres, parfois sur leurs propres hommes. La confusion multiplia les problèmes allemands de façon exponentielle. Au fur et à mesure que le jour J progressait, le commandement et le contrôle allemands se désintégrèrent. Les avions alliés détruisirent systématiquement les lignes de communication. La résistance française, activée par des messages codés de la BBC, coupa les câbles téléphoniques et détruisit les stations relais. Les communications radio furent brouillées par les unités de guerre électronique alliées. Le général-lieutenant Max Pemsel, chef d'état-major de la 7e armée, tenta de coordonner la défense depuis son quartier général au Mans. Son journal de guerre enregistre une frustration croissante alors que le contact avec les unités avancées disparaissait. À midi, des divisions entières avaient disparu du réseau de communication. Les commandants d'unités individuelles prenaient des décisions isolément, sans connaissance de la situation d'ensemble. Alors que l'obscurité tombait le 6 juin, les défenseurs allemands survivants firent le bilan de leur situation. L'imprenable mur de l'Atlantique avait été percé en plusieurs endroits. La Luftwaffe avait essentiellement cessé d'exister au-dessus de la Normandie. La Kriegsmarine avait réussi à couler un destroyer, l'USS Cory, tout en perdant 15 vedettes lance-torpilles et de nombreux navires plus petits. Le général-lieutenant Wilhelm Richter, commandant la 716e division qui avait supporté le gros de l'assaut britannique, rapporta au quartier général de la 7e armée. Force de combat de la division, 35%. Tous les points d'appui côtiers perdus. Artillerie détruite à 90%. L'ennemi avance vers l'intérieur des terres. Les statistiques racontaient une histoire d'échec tactique complet malgré des actes individuels d'héroïsme. En un seul jour, les forces allemandes avaient subi des pertes équivalentes à celles d'une bataille majeure, tandis que les Alliés continuaient à débarquer des troupes fraîches, comme si le jour J n'était que le début, pas le point culminant. Tout au long de la nuit du 6 au 7 juin, les unités allemandes tentèrent de se regrouper et de contre-attaquer. Ces efforts révélèrent toute l'étendue de la supériorité alliée. Chaque mouvement allemand était détecté par radar, illuminé par des fusées éclairantes et détruit par l'artillerie ou le feu naval. Les panzergrenadiers de Hans von Luck, finalement autorisés à contre-attaquer, avancèrent vers Sword Beach dans l'obscurité. Selon ses mémoires, ils furent immédiatement illuminés par des fusées éclairantes de parachute et soumis à un feu dévastateur venant des destroyers au large. C'était comme en plein jour. Chaque véhicule, chaque soldat était visible. Les obus venaient de la mer avec une précision parfaite. Nous avons perdu la moitié de nos effectifs sans voir un seul soldat ennemi. Pendant ce temps, les renforts alliés continuaient de débarquer. Les portes artificielles Mulberry étaient déjà en cours d'assemblage. Les navires de ravitaillement mouillaient en rangées organisées. L'invasion ne réussissait pas seulement, elle se transformait en une présence permanente. Alors que les renforts allemands tentaient d'atteindre la Normandie, ils rencontrèrent une interdiction complète de mouvement. Chaque route, voie ferrée et pont étaient sous attaque constante. Selon les registres de transport de la Wehrmacht, des unités qui auraient dû atteindre le front en un jour mirent jusqu'à 2 semaines. La 2e division SS Panzer, Das Reich, stationnée près de Toulouse, mit 17 jours pour atteindre la Normandie. Un trajet qui aurait dû prendre 3 jours. Ils arrivèrent ayant perdu 30% de leurs véhicules sous les attaques aériennes, sans avoir tiré un seul coup sur les forces terrestres. L'impact psychologique fut dévastateur. S'ils ne pouvaient même pas atteindre le champ de bataille intact, comment pouvaient-ils espérer l'influencer ? Pendant ce temps, la logistique alliée opérait avec une efficacité stupéfiante. Les LST, navires de débarquement de chars, déchargeaient des régiments blindés entiers en quelques heures. Quelques jours après le jour J, les Alliés débarquaient 15 000 tonnes de ravitaillement quotidiennement, plus que ce que l'armée allemande entière en Normandie consommait en une semaine. Le 12 juin, les forces allemandes en Normandie approchaient de l'effondrement psychologique. Elles avaient perdu 26 000 hommes tués, blessés ou disparus, soit l'équivalent approximatif de 2 divisions complètes. Les remplacements étaient minimes. Pendant ce temps, la force alliée croissait d'heure en heure. 40 ans tomba le 12 juin, reliant les plages d'Utah et d'Omaha.
Les parachutistes allemands du 6e régiment de Fallschirmjäger, des troupes d'élite qui n'avaient jamais reculé auparavant, se retirèrent en désordre. Leur commandant, Friedrich von der Heydte, rapporta au quartier général supérieur « Mon régiment n'existe plus en tant qu'unité de combat. Les survivants sont psychologiquement brisés. » Le 13 juin, le SS Obersturmführer Michael Wittmann réalisa l'une des rares victoires tactiques allemandes en Normandie. Selon les archives militaires britanniques, il détruisit 13 à 14 chars, 2 canons anti-chars et 13 à 15 véhicules de transport de troupes lors de la bataille de Villers-Bocage en 15 minutes. La propagande allemande s'empara de cette victoire comme preuve que les armes allemandes pouvaient encore prévaloir. Mais même cette victoire révélait la futilité de la position allemande. Le char Tiger de Wittmann, mis hors de combat lors de la bataille, fut remplacé par les Allemands avec difficulté. Les pertes britanniques furent remplacées en quelques heures. La brillance tactique des soldats allemands individuels ne pouvait surmonter les mathématiques industrielles. Wittmann lui-même, avec 138 chars détruits confirmés sur tous les fronts, fut tué le 8 août lorsque son Tiger fut détruit. Que ce soit par le tireur britannique Joe Ekins du Northamptonshire Yeomanry ou par les forces canadiennes reste disputé. Le plus grand as des chars de la Wehrmacht fut éliminé par un ennemi qui pouvait se permettre d'échanger 10 chars contre un Tiger. La chute de Cherbourg le 26 juin porta un autre coup psychologique. Ce port majeur, fortifié pendant 4 ans et défendu par 21 000 hommes, était censé tenir pendant des mois. Il tomba en 5 jours de combats sérieux. Le général-lieutenant Karl Wilhelm von Schlieben, commandant la garnison, avait proclamé qu'il défendrait Cherbourg jusqu'à la dernière balle. Au lieu de cela, il se rendit le 26 juin. Dans son interrogatoire d'après-guerre, il expliqua que la résistance devint sans signification contre les ressources illimitées de l'ennemi, un thème qui allait résonner dans tous les récits allemands de la Normandie. L'opération Cobra, commençant le 25 juillet, porta le coup de grâce aux forces allemandes en Normandie. Selon les archives officielles de l'US Army Air Force, le bombardement préparatoire impliqua 1503 bombardiers lourds, 380 bombardiers moyens et 550 chasseurs-bombardiers, larguant plus de 4100 tonnes de bombes sur une zone concentrée de seulement 6400 mètres de large et 2300 mètres de profondeur. Le général-lieutenant Fritz Bayerlein, commandant la Panzerlehr Division, rapporta au groupe d'armée B. « Ma division est anéantie. L'effet psychologique sur les survivants est indescriptible. Ce ne sont plus des soldats, mais des hommes brisés. » Le bombardement fut si intense qu'il tua le lieutenant-général Leslie McNair, l'officier américain de plus haut rang tué sur le théâtre européen, qui observait depuis ce qu'on pensait être une distance sûre. Si les généraux américains n'étaient pas à l'abri de leur propre puissance de feu, quelle chance avaient les soldats allemands? La poche de Falaise, du 12 au 21 août, devint le cimetière des forces allemandes en Normandie. Selon les rapports de renseignement alliés confirmés par les archives allemandes d'après-guerre, environ 10 000 Allemands moururent dans la poche et 50 000 furent capturés. Plus de 300 chars et véhicules blindés furent détruits, ainsi que 2500 autres véhicules. Les soldats allemands tentant de s'échapper décrivirent des scènes de destruction apocalyptique. Les routes étaient jonchées de chevaux morts et de véhicules en flammes. Les chasseurs bombardiers alliés attaquaient par vagues toutes les 20 minutes. L'artillerie tombait continuellement. La destruction systématique fut si complète que de nombreux soldats abandonnèrent simplement, préférant la captivité à une mort certaine. Le bilan final de la campagne de Normandie raconte l'histoire d'une défaite allemande complète. Perte allemande du 6 juin au 31 août, environ 320 000 victimes, 30 000 tués, 80 000 blessés, 210 000 disparus ou capturés, 2300 chars détruits, pratiquement tous les blindés en France. 2127 avions perdus. Pertes alliées, 209 672 victimes, avec des remplacements dépassant les pertes quotidiennement. Environ 4000 chars perdus, remplacés en quelques semaines. 4111 avions perdus, sur une force dépassant 13 000. La disparité révélait la vérité fondamentale. L'Allemagne menait une bataille d'attrition qu'elle ne pouvait gagner contre un ennemi aux réserves virtuellement illimitées. Les officiers militaires allemands professionnels fournirent les évaluations les plus objectives du désastre. Le général der Panzertruppen Heinrich Eberbach, qui prit le commandement en Normandie après que Rommel fut blessé, rapporta à l'OKW le 1er août «
La supériorité matérielle de l'ennemi est d'au moins 20 contre 1 en artillerie, 10 contre 1 en char et absolue en aviation. Il peut remplacer toutes ces pertes en quelques jours. Nous ne pouvons rien remplacer. Le général Hans Speidel, chef d'état-major de Rommel, écrivit dans ses mémoires de 1949 « La Normandie prouva que le courage seul ne pouvait surmonter la suprématie industrielle. Nous faisions face à un ennemi qui avait mécanisé non seulement la guerre, mais la victoire elle-même. » Le général Feldmarschall Erwin Rommel laissa le témoignage le plus puissant de l'expérience normande. Dans son rapport final à Hitler le 15 juillet, 2 jours avant d'être grièvement blessé par l'aviation alliée, il écrivit « Les troupes se battent héroïquement partout, mais la lutte inégale approche de sa fin. L'écrasante supériorité de l'ennemi en hommes et en matériel commence à se faire sentir. Je dois vous prier d'en tirer les conclusions nécessaires sans délai. » C'était le langage militaire pour une défaite complète. Rommel, le commandant le plus célébré d'Allemagne, disait à Hitler que la guerre était perdue. La campagne de Normandie révéla que la Seconde Guerre mondiale était devenue une guerre de production. Les soldats allemands furent témoins d'une capacité industrielle américaine qui défiait leur compréhension. L'usine Willow Run de Ford, à elle seule, produisait un bombardier B-24 toutes les 63 minutes à production maximale. Les usines américaines produisirent 96 000 avions en 1944. La consommation de munitions alliées en un jour dépassait la production allemande d'1 mois. Une seule division américaine consommait plus de ravitaillement quotidiennement qu'un corps d'armée allemand entier. Hans von Lück, réfléchissant sur la Normandie dans ses mémoires, écrivit « Nous avons appris que la guerre moderne ne concernait pas la tactique ou le courage, mais la production. Les Américains avaient transformé la guerre en un processus industriel. Ils fabriquaient la victoire sur des chaînes de montage. Les soldats allemands qui survécurent à la Normandie furent psychologiquement transformés. Ils avaient été témoins de l'invalidation complète de tout ce qu'on leur avait enseigné sur la guerre, la supériorité raciale et le destin national. Heinrich Severloh, le mitrailleur du WN-62, passa le reste de sa vie hanté par son expérience du jour J. Dans ses mémoires de 2005, il écrivit à propos de sa rencontre avec des vétérans américains du jour J. « Nous avons tous réalisé que nous avions été de jeunes hommes jetés dans un abattoir industriel. Mais 13 500 cartouches ne signifiaient rien contre leurs remplacements illimités. » Friedrich von der Heydt, le commandant parachutiste, devint professeur de droit international après la guerre. Il écrivit « La Normandie nous a appris que l'ère des héros guerriers était terminée. La guerre était devenue une affaire de capacité industrielle et nous avions défié la plus grande puissance industrielle du monde avec des chevaux et des rêves dépassés. Le jour J, du point de vue allemand, ne fut pas simplement une défaite militaire. Ce fut un effondrement idéologique et psychologique complet. Des soldats qui avaient conquis la majeure partie de l'Europe découvrirent que tout ce qu'ils croyaient sur leurs ennemis, leurs causes et leurs capacités, était catastrophiquement faux. Ils s'attendaient à affronter des démocraties faibles et divisées. Au lieu de cela, ils rencontrèrent une alliance qui avait transformé la guerre en un processus industriel d'une efficacité écrasante. Ils furent témoins de l'arsenal de la démocratie en action. Des navires, avions, chars et ravitaillements illimités, coulant d'usines dont la capacité dépassait la compréhension allemande. Les défenseurs allemands de la Normandie apprirent que la guerre moderne se gagnait non pas sur les champs de bataille, mais dans les usines, non pas par les soldats les plus courageux, mais par les sociétés les plus productives. Ils découvrirent que les alliés occidentaux avaient révolutionné la guerre, la transformant en une équation mathématique où les statistiques de production comptaient plus que la brillance tactique. Heinrich Severloh commença le 6 juin en croyant que l'invasion serait repoussée en quelques heures. Il le termina entouré de milliers de douilles vides, regardant des vagues interminables de renforts alliés débarquer sur la plage que sa position était censée contrôler. Son expérience incarnait la tragédie allemande plus large en Normandie, le succès tactique noyé dans l'impossibilité stratégique. Les plages de Normandie devinrent non seulement un champ de bataille, mais une révélation. Les soldats allemands furent témoins de l'avenir de la guerre, et il appartenait aux sociétés capables de produire le plus de matériel et de l'appliquer le plus efficacement. Ils avaient apporté courage, entraînement et détermination à la bataille. Les Alliés apportèrent une production industrielle illimitée.
En essayant de repousser l'invasion alliée, les défenseurs allemands auraient tout aussi bien pu essayer de retenir la marée elle-même. Ils tirèrent jusqu'à ce que leurs canons fondent, combattirent jusqu'à épuisement de leurs munitions, et regardèrent les Alliés simplement apporter plus de tout. Les mathématiques de la guerre moderne avaient rendu leur courage sans importance. Les soldats allemands qui affrontèrent le jour J apprirent la leçon la plus dure de l'histoire. À l'ère de la guerre industrielle, les nations qui ne pouvaient égaler la production de leur ennemi étaient condamnées à la défaite, quelle que soit l'habileté ou le sacrifice de leurs soldats. Ils commencèrent le 6 juin en guerriers du Troisième Reich et le terminèrent en témoins de l'arsenal de la démocratie dans toute son efficacité terrifiante. Leur défaite ne fut pas seulement militaire mais totale, une démonstration écrasante que la vision nazie de supériorité raciale et de domination militaire s'était heurtée à la réalité de la suprématie industrielle alliée et s'était complètement brisée. L'invasion qu'ils avaient promis de rejeter à la mer les avait au contraire balayés, emportant avec elle les dernières illusions de victoire allemande.